18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Au Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit l'athlète Soufiane El Bakkali, médaillé d'or du 3000 mètres steeple masculin lors des Jeux Olympiques d'été Paris 2024. À cette occasion, le souverain a décoré l'athlète du Wissam Al Arsh de l'ordre de commandeur. « 14 août 1979, évocation d'une page lumineuse de notre histoire, la récupération de Oued Dahab, une illustration de l'attachement de tout un peuple au glorieux trône alawite et à l'intégrité territoriale du royaume. 45 ans après, la région d'Arla Oued Dahab s'érige en mégapole économique au gré du grand projet de développement. Les ouvertures successives de consulats s'enchaînent dans les provinces du Sud. À Dakhla, la République du Tchad a ouvert son consulat général et a réaffirmé par la même occasion sa position constante en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Bonsoir, à la une. Ce mercredi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu au Palais Royal de Tétouan l'athlète Soufiane El Bakkali, médaillé d'or du 3000 mètres steeple masculin lors des Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Le souverain a à cette occasion décoré Soufiane El Bakkali du Wissam Al Arsh de l'ordre de commandeur. Cette audience qui s'est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, Abdeslam Mahizoun, traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi n'a eu cesse d'entourer les jeunes et l'intérêt particulier que le souverain accorde au secteur du sport, toutes disciplines sportives confondues. Il fait suite à l'exploit historique et inédit réalisé par l'athlète marocain lors des derniers Jeux Olympiques en conservant son titre pour la deuxième fois consécutive après l'édition de Tokyo 2020. Écoutons tout de suite la déclaration de l'athlète Soufiane El Bakkali, médaille d'or du 3000 mètres steeple. Je suis très content, je ne peux décrire ma joie, elle est immense. Être reçu par Sa Majesté le Roi était un rêve qui me tenait à cœur, tout comme celui de pouvoir offrir une médaille d'or à mon pays. C'est la deuxième médaille d'or que je décroche. C'est un grand honneur de pouvoir l'offrir à Sa Majesté le Roi et d'être décoré des mains du souverain. Les messages que le souverain m'adressait à chaque exploit étaient une grande source de motivation. Cela m'encourageait à donner le meilleur de moi-même et de réaliser de bonnes performances. Le Wissam royal est une autre grande motivation pour représenter mon pays de la plus belle manière qui soit aux grandes manifestations sportives, dont les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est l'une des plus belles illustrations de l'attachement indéfectible du peuple marocain au trône alawite. La récupération de Oued Dahab, une étape historique dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. 45 ans plus tard, cet anniversaire est aujourd'hui l'occasion de mettre en avant la mobilisation constante des Marocains autour des liens séculaires d'allégeance qui lient le peuple au glorieux trône alawite et autour de la première cause nationale. Ahmed Amsmir, Samir Barka, Mehdi Karakchou et Iman Abou. Le 14 août 1979, une date qui a fait date. Comme ce jour, il y a 45 ans, les oulémas, notables et chefs de tribu de la province de Oued Dahab se rendent au Palais Royal de Rabat pour présenter à feu Sa Majesté le Roi Hassan II leur serment d'allégeance et réaffirmer leur lien d'attachement indéfectible au glorieux trône alawite. Par cet acte solennel et hautement patriotique, les habitants de Oued Dahab ont signifié qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine,
Un moment historique, immortalisé par l'allocution du regretté souverain. Nous venons de recevoir en ce jour béni votre serment d'allégeance que nous préserverons et conserverons précieusement comme un dépôt sacré. Désormais, vous devez honorer ce serment. De notre côté, nous faisons également un devoir de garantir votre défense et votre sécurité et d'œuvrer sans relâche pour votre bien-être. Des liens indéfectibles, le ciment de l'unité nationale de Tanger à l'Gouira. Cet anniversaire est cher au cœur de tous les Marocains. Sa commémoration nous renvoie à la mémoire de la résistance et à l'armée de libération et aux liens de la population de cette province au glorieux trône alawite. Aujourd'hui, 45 ans après la récupération de Oued Dahab, les efforts de développement se poursuivent dans cette partie chère du territoire marocain en vue de l'ériger en un véritable pôle économique. De grands chantiers ont été lancés pour mettre en œuvre des projets et programmes d'investissement et de développement au niveau économique, social, urbain, culturel et humain. Alors que nous commémorons le 45e anniversaire de la récupération de Oued Dahab, nous nous remémorons les grandes réalisations menées dans divers secteurs. C'est un processus de développement auquel nous assistons avec des résultats tangibles. Une trajectoire de développement tous azimuts. La province de Oued Dahab peut se vanter d'avoir enregistré un saut qualitatif dans les domaines économiques, urbanistiques et sociaux. Elle fait désormais partie des pôles d'investissement nationaux et étrangers, en particulier dans des secteurs porteurs comme la pêche, l'industrie, l'agriculture, le tourisme ou encore les énergies renouvelables. Le point sur cette étape phare dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Royaume en compagnie d'Amin Laridi, expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Amin Laridi, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, le 14 août, une date importante pour tous les Marocains, célébrée comme un symbole d'unité nationale et de souveraineté territoriale. 45 ans après la récupération de Oued Dahab, que revêt aujourd'hui encore cette commémoration sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'histoire? Pleine de symboles et un pointeur fort vers le futur également dans la continuité, aussi bien dans l'espace, dans le territoire que dans le temps. Mais permettez-moi de prime abord d'exprimer mon plaisir renouvelé d'être parmi vous ce soir dans ce beau journal télévisé d'El Oula qui est une véritable boussole médiatique, et je pèse mes mots, de par sa rigueur et son professionnalisme qui est suivi par les Marocains à l'intérieur du pays et à l'international, mais également par toutes les chancelleries et par tous les amis du Maroc représentés à Rabat, mais aussi de par l'international. Alors, ceci dit, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'allégeance. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est les liens sacrés de la Béa. La Béa qui nous a unis toujours, nous tous Marocains, nous toutes et tous Marocains, à travers l'histoire, et qui nous unit toujours, et qui continuera de nous unir autour de notre roi, et autour des rois en fait du royaume du Maroc. Ces liens sont indivisibles, ces liens sont au-delà, et ces liens sont plus sacrés que tout autre lien, notamment en fait qu'un simple contrat social. C'est des liens politiques, c'est des liens économiques, c'est des liens culturels, c'est des liens humains, mais avant tout, c'est des liens sacrés, c'est des liens religieux qui unissent le peuple marocain, uni autour de son roi et de son souverain, et qui fait d'ailleurs en fait notre puissance et notre force en interne et notre rayonnement à l'international. Comme c'est venu dans votre excellent reportage, mais il était réellement excellent. Le 14 août 1979, c'est-à-dire il y a de cela exactement 45 ans, c'est des notables, c'est des représentants justement d'une tranche de la population marocaine, parce que la nation marocaine est un continuum, encore une fois géographique mais aussi temporel, est venu présenter son allégeance à Feu Sa Majesté Hassan II. Et
en échange de cette allégeance, Feu Sa Majesté Hassan II avait promis justement la sécurité, avait promis la paix et avait promis la prospérité. Et cette promesse a été tenue. Et cette promesse a été rehaussée, sublimée sous le règne glorieux de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et je cite ici, avec votre permission, un discours historique. Et tous les discours de notre souverain sont historiques, notamment celui du 6 novembre 2015 à Lyon, annonçant le NMD, le nouveau modèle de développement des régions du Sud. Et j'avais l'honneur et le privilège, et nous fûmes nombreux à être présents à Lyon. Et ce fut une fête à ciel ouvert, parce que la population du sud du Royaume du Maroc, en l'occurrence ici, c'était Lyon, était heureuse, était honorée, était en liesse d'accueillir Sa Majesté Allah. Et justement, dans ce discours, Sa Majesté disait, en parlant des Marocains sahraouis, cette tranche justement de la population marocaine, du peuple marocain indivisible dans le temps et dans l'espace, ces Marocains sahraouis, je cite, sont connus pour être depuis toujours des hommes de commerce et de savoir, vivant de leur labeur, dignes et fiers. Ahlo ilmin wa nakhwatin wa tijara. En arabe, ça a un poids qui est très puissant. Ahlo ilmin wa nakhwatin wa tijara. C'est des femmes et des hommes de science. Et justement, les notables qui étaient venus voir Feu Sa Majesté Hassan II comprenaient justement des notables religieux, comprenaient des chefs de zaouia, comprenaient en fait de grands érudits de religion. C'était aussi des gens de savoir, c'était aussi des gens de commerce. Et c'est justement ce regard noble, c'est le regard positif que porte Sa Majesté sur toute sa population, notamment sur cette population du Sud, qui a toujours fait un rôle en fait de lien avec d'autres régions sur notre continent africain, des liens justement religieux, des liens de commerce et des lieux de science. Une mobilisation donc constante et un soutien ferme qui se perpétue en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, à la faveur d'inaugurations enchaînées d'antennes consulaires dans les provinces du Sud. La République du Tchad se joint à cet élan diplomatique en ouvrant à son tour un consulat général à Dakhla. Avec cette ouverture de la République du Tchad, le nombre de consulats dans les provinces du Sud est porté à 29, dont 17 à Dakhla. Nadia Mouden, Bokar Dlimi, Fouad El Harj avec Iman Ablou. C'est fait. La République du Tchad vient de s'ajouter aux pays ayant décidé d'ouvrir des consulats dans les provinces du Sud. L'initiative est actée ce 14 août, qui coïncide avec le 45e anniversaire de la récupération de Ouad Dahab. L'ouverture de ce consulat à Dakhla est un pas important dans la mise en exécution de l'initiative de Sa Majesté le Roi visant à faciliter l'accès aux pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le Tchad est un acteur fondamental dans ce processus. Ce pays a participé à toutes les étapes de cette initiative et en a exprimé sa pleine adhésion. Aujourd'hui, le consulat est un outil de soutien à son opérationnalisation. Ça fait partie du leadership marocain. Ça contribue surtout à l'esprit de solidarité que développe le roi du Maroc, Sa Majesté le roi du Maroc, l'esprit de solidarité avec les pays africains. Avec l'ouverture de cette nouvelle antenne, le nombre de consulats dans les provinces du Sud est porté à 29, dont 17 à Dakhla. L'ouverture du consulat tchadien est aussi l'occasion de réitérer la position constante de ce pays d'Afrique centrale en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain. Permettez-moi à titre personnel d'être aujourd'hui très fier d'entrer un peu dans l'histoire en venant aujourd'hui ici inaugurer ce consulat qui est important, qui exprime l'adhésion du Tchad à la souveraineté du Maroc pour l'intégrité territoriale du Maroc, y compris le Sahara. Mais je ne suis que l'instrument de la volonté du président Mohamed Idriss Déby Itno, qui a de tout temps, à l'instar du président Idriss Déby en 2006, comme vous le rappelez, a décidé de retirer son soutien au Polisario pour reconnaître la souveraineté du Maroc. Autre temps fort de cette visite, la signature de plusieurs accords de coopération portant notamment sur la non-double imposition, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, la coopération dans le domaine des forêts, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire. Les deux ministres se sont également mis d'accord sur la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération maroco-tchadienne
au premier semestre 2025 à Dakhla. Amine Laridi, cette commémoration nous emmène naturellement à évoquer l'élan diplomatique inédit que connaît la question du Sahara marocain à l'aune de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ou encore à l'appui au plan d'autonomie marocain par plusieurs capitales à travers le monde. Et là, nous venons de le voir, l'ouverture par la République du Tchad de son consulat général à Dakhla. Que disent ces derniers développements sur les efforts entrepris par le Maroc en faveur de la première cause nationale pour la légitimité légale et historique? Écoutez, nous sommes dans la légitimité, nous sommes dans la légalité. Comme le disait justement Sa Majesté Lansro dans sa lettre adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République française, Sa Majesté parlait des titres juridiques et des droits immémoriaux. D'accord. Et notre cause a toujours été une cause à juste. Maintenant, cette reconnaissance ou cette ouverture, parce que la reconnaissance a déjà été faite, il y a belle lurette et elle est légitime. Cette ouverture justement du consulat dans Dakhla porte un nombre de consulats à 17, 29 au total, et d'autres viendront. La reconnaissance américaine totale, la reconnaissance et le soutien espagnol, le soutien de nos amis français, le soutien de nos amis de parlement, des pays du Golfe, africains, mais aussi du continent américain et ailleurs. Ça démarre, comme vous le dites si bien, en fait, de réussite, de victoire diplomatique, de rayonnement diplomatique. Et pour être scientifique, parmi les angles justement d'analyse d'une dynamique en fait diplomatique, il y a trois en fait qui se dégagent. C'est l'approche très moderne. La première en fait, c'est la clarté des objectifs. La deuxième, c'est la teneur de la ligne diplomatique et du dogme, ce qu'on appelle le dogme en fait diplomatique. Et la troisièmement, c'est l'évolution des éléments de langage. Analysons justement cette belle diplomatie royale, cette diplomatie en fait royale marocaine. Première des éléments, c'est la clarté. N'importe quel Marocain et Marocain non seulement connaît en fait les priorités de la diplomatie marocaine, la diplomatie royale marocaine, mais est uni, mobilisé, coréen pour la défendre. Nos amis de parlement, mais aussi ceux qui vont devenir un jour nos amis, connaissent aussi en fait justement ces priorités. À leur tête, c'est la cause nationale en fait du Royaume du Maroc. La deuxième des choses, c'est la teneur de ligne. Et nous savons tous en fait la puissance justement de cette teneur de ligne. Et c'est un facteur en fait de force, une force qui est positive, une force qui se veut fédératrice. Parce que nous sommes dans notre droit, mais nous sommes aussi en train de jouer un rôle à l'échelle régionale et internationale positif, comme puissance de paix, comme puissance de stabilité. Et le troisième élément, les éléments d'engagement, Dieu, comme ils évoluent de manière en fait qui est très positive. D'accord. Et il suffit de quelques semaines parfois, de quelques jours même parfois, pour voir en fait une évolution positive qui se trace toujours dans la continuité. Parce que nous sommes une diplomatie de principe, nous sommes une diplomatie qui est visionnaire, grâce justement à la haute vision de Sa Majesté, grâce aussi à l'union des Marocains autour de Sa Majesté qui fait notre force, grâce aussi au professionnalisme des femmes et des hommes qui sont dédiés, corps et âme, d'abnégation pour cette diplomatie, aussi bien ceux qui sont visibles que ceux qui sont invisibles. Et justement, permettez-moi, juste pour clore en fait ce point avec votre permission, une transition importante. Nous avons vu en fait Sa Majesté Lansro recevoir notre champion national Sebr Kali. C'est une victoire de Sebr Kali, mais une victoire aussi de toute l'équipe qui est derrière, notamment de Siti Ndouft qui a fait preuve de beaucoup d'abnégation. Et c'est à l'image justement de cette belle diplomatie royale où peu de gens en fait cherchent la visibilité, mais beaucoup cherchent à servir avec beaucoup de professionnalisme et avec une ligne qui est fédératrice et qui est unie. Restons à Dakhla, Amine Laridi, la perle du Sud qui vit au rythme d'avancées fulgurantes, ses innombrables potentialités, sa position géographique des plus stratégiques et ses projets d'envergure, autant d'atouts qui hissent la province en pôle économique pionnier. Le climat des affaires est amené à s'y renforcer, grâce notamment au port Dakhla Atlantique. Un chantier qui met à l'œuvre pas moins de 1600 intervenants, un méga projet structurant qui permettra de soutenir le développement économique, social et industriel des provinces du Sud. Sur l'état d'avancement des travaux, voyons ce reportage signé Imad Amsmir, Samir Berka et Oumé Marmli. Au nord de Dakhla, un projet grandeur nature s'apprête à jaillir de terre. Le nouveau port Dakhla Atlantique, une mégastructure dont les travaux avancent à vitesse grand V. Sur tous les volets, ces ouvrages progressent sans interruption. Ils en sont déjà à hauteur de 21%. ميناء الدخلة الأطلسي هو من ضمن مشاريع البنيات التحتية الهامة بالمملكة. C'est un projet stratégique phare dans le droit fil des hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Ce méga chantier est en phase avec les objectifs de l'initiative royale atlantique. Il permettra de soutenir le développement économique, social et industriel des provinces sud. Le port est constitué de plusieurs bassins.
Un chantier clé de la dynamisation non seulement de la ville de Dakhla, mais de toute la région et de la façade atlantique. D'ailleurs, une zone économique d'une superficie de 1000 hectares verra bientôt le jour dans cette zone. Cette nouvelle structure sera véritablement un game changer. Elle boostera certainement le secteur de la vente des produits de la mer, mais également d'autres secteurs clés. Des plus grands projets structurants prévus dans la stratégie nationale des ports à l'horizon 2030. À terme, il devrait davantage renforcer les liens commerciaux intra-africains, de quoi contribuer au renforcement des liens du royaume avec son ancrage africain. Focus justement à Milaridi sur le volet économique. Les provinces du Sud sont dotées d'un modèle économique depuis 2015. Les résultats sont là, c'est la métamorphose. Nous voulons de suivre un reportage sur le méga chantier du port atlantique, du port Dakhla Atlantique. Un méga projet, un projet structurant avec un ancrage africain. Dans quelle mesure ce genre de projet contribue-t-il à l'essor des provinces du Sud et quelles retombées sur l'intégration africaine? Écoutez, à chaque fois que j'ai le plaisir d'atterrir à Dakhla et à chaque fois que j'ai le plaisir de conduire, parce que je fais les deux, au travers de ce beau territoire, de ce continuum national, je vois le drapeau national. Je vois le drapeau national même de manière symbolique, notamment à Dakhla. C'est le rouge du sable et c'est le rouge aussi du sang. Notre sang marocain qui porte justement ces valeurs de patriotisme, ce sang qu'on est prêt à donner, mais c'est aussi cette passion qu'on a par rapport à tout notre territoire, par rapport à notre pays. C'est aussi le vert. C'est une région qui est aujourd'hui exportatrice de fruits et de légumes, en plein milieu justement d'un désert où il n'y avait rien. Et si ça a été fait, c'est grâce à Sidarbi d'abord et grâce à la haute vision en fait de Sidna Laïnsro et c'est grâce à ces belles réalisations qui ont été faites, notamment depuis le nouveau modèle de développement qui est aujourd'hui une réalité. Donc ma réponse, le NLD est déjà une réalité sur le terrain. Quand ça a été annoncé en 2015, aujourd'hui, plus des 7 milliards de dollars qui ont été alloués ont été investis, 70 milliards de dirhams, d'accord, en infrastructure, mais aussi en développement de l'humain. On parle d'universités, on parle aussi d'hôpitaux universitaires, on parle de pôles économiques industriels, on parle d'infrastructures, on parle de routes, on parle d'autoroutes énergétiques. Mais le meilleur est encore à venir. Parce que là, on a bâti l'horizontal. On a commencé à bâtir le vertical aussi. Mais là, le meilleur est encore à venir. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire les gens du Sud, les Marocains du Sud, les Marocaines et les Marocains du Sud sont des gens de savoir, donc économie verticale, économie cognitive, économie de savoir, mais aussi de commerce. Alors c'est vers cela que j'ai envie de zoomer. Et je zoome notamment en faisant référence au discours de Sa Majesté de l'année dernière, 6 novembre. On parle de l'initiative atlantique qui est déjà en fait commencé à être déployée sur le terrain. Et c'est justement toute la puissance du leadership de Sa Majesté. Il n'annonce pas. Il parle de ce qui est déjà en train d'être réalisé, voire même de ce qui a été réalisé avec beaucoup d'humilité. Une humilité qui n'a d'égal que l'ambition de Sidna Laïnsro pour son peuple et pour la région. Donc une intégration qui est atlantique. Et là, on voit le beau bleu qui est derrière nous. On parle de l'économie bleue. Et l'économie bleue, permettez-moi encore une fois de réitérer félicitations pour l'excellence. Je suis agréablement surpris, sincèrement, de l'excellence en fait du reportage, parce que justement c'est les éléments de langage dont je voulais parler en cette période-là. On parle des câbles sous-marins, déjà des câbles d'internet, des câbles de téléphonie, sans lesquels on peut plus vivre aujourd'hui, disons les choses comme elles sont. Et par où on fait passer ces câbles? Essentiellement par la mer. Et nous parlons également aussi du pipeline de gaz, d'accord, du Nigeria au Maroc, et qui peut demain aller jusqu'en Angola et ailleurs. Et dans les pays de la région profiteront. C'est un modèle d'accompagnement et de travail ensemble et de création de valeur mutuelle. C'est aussi un modèle d'investissement et d'export, donc, et d'honorer aussi les besoins énergétiques de nos amis du Nord dans le cadre d'un modèle Sud-Sud-Nord plus dynamique, plus stable, plus sécurisé, créateur de valeur pour tout le monde. Nous parlons d'un besoin qui est réel à l'échelle mondiale, qui est les protéines, d'accord. On parle de nourriture. Et là, automatiquement, la mer peut contribuer à cela, transformant des menaces dans des régions telles que le Golfe, en fait, de Guinée, etc., des menaces de petite piraterie, et ainsi de suite, en une opportunité de transformation, de bâtir, en fait, la stabilité, transformation de ces gens et de leur vie en des marins, mais également aussi en des gens qui vont cultiver, en fait, ce poisson dans le cadre de la durabilité pour honorer ces besoins de la population africaine, mais aussi des besoins d'export de protéines. Et qui dit aussi élevage, dit automatiquement aussi magnésium et oligo-éléments qui sont utilisés par l'industrie de la cosmétique, mais aussi par l'industrie de la pharmaceutique. On est en train de parler aussi de chantiers navaux pour la fabrication des bateaux, pour la réparation des bateaux, pour également aussi les petits bateaux de pêche que pour les bateaux fluviaux, portant fin
On sait tous qu'il y a un besoin d'infrastructure qui est énorme dans notre continent africain. Nous parlions tout à l'heure justement de Oued Dahab, qui est une rivière avant tout. Il y a plein de rivières sur notre continent africain qui peuvent être naviguées, qui sont navigables s'il y a en fait les moyens nécessaires, d'accord. Et là automatiquement des chantiers navaux de Dakhla peuvent assouvir en fait ce besoin. Nous parlons également aussi d'hydrogène vert qui ne peut être là s'il n'y a pas la mer. Et l'hydrogène vert, c'est quoi? C'est de l'électricité produite de manière durable, de manière continue par des éoliennes, mais également aussi par du solaire. Et nos provinces du Sud en fait sont dans cet état d'esprit, un savoir-faire qui doit être en fait aussi transplanté et partagé avec nos frères africains. Nous parlons également aussi ici d'éoliennes qui sont flottantes, qui ont déjà commencé à être en fait étudiées pour être implantées dans toute la région. Nous parlons également de toute une dynamique, c'est-à-dire Dakhla, elle se doit déjà en fait le NMD apporter ses résultats. Il suffit de voir le PIB par habitant, mais moi, si ma mémoire est bonne, il a dépassé les 84 000 dirhams. C'est le plus haut de toute la région, pas uniquement du Maroc, mais de pratiquement tout le continent africain. C'est énorme, les résultats sont déjà là. Le taux de participation en fait aux dernières élections législatives nationales, locales et régionales était dans les provinces du Sud était le plus haut en fait de tout le royaume du Maroc. C'est une véritable dynamique de développement. Et d'ailleurs en fait le discours que je citais tout à l'heure, la citation du discours en fait de Sa Majesté Allah Yisro a été utilisé souvent par le ministère de l'Intérieur. Ça figure en fait dans le site du ministère de l'Intérieur comme étant en fait une citation de base pour la régionalisation avancée, la réussite de la régionalisation avancée. Donc nous parlons aujourd'hui d'une région dans le cadre de la souveraineté nationale qui est amenée à jouer un rôle de locomotive pour tout le continent africain. Je vous remercie, dotée de professeur. grandes bases de distribution mais aussi de grandes bases de sourcing. Donc c'est un réceptacle d'investissement étranger vers l'Afrique via le sud du Maroc et c'est aussi un levier de développement du continent africain, de paix et de stabilité dans la région sous la souveraineté permanente. C'est bien clair, je vous remercie. Amil Lapidi, expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Merci un plaisir, pour madame. tous ces éclairages. Et lors du point de presse conjoint du ministre des Affaires étrangères, des Marocains résidant à l'étranger et de la coopération africaine avec son homologue tchadien à l'issue de l'inauguration du siège du consulat général de la République du Tchad et l'installation du nouveau consul général, Nasser Bourita a mis en avant l'engagement immuable affiché par le Maroc en toutes circonstances en faveur de la juste cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien. Un engagement qui privilégie le dialogue et les initiatives pacifiques. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans le discours du trône, Sa Majesté le Roi a rappelé les constantes de la position du Maroc au sujet de la question palestinienne et face à l'actuelle escalade. Dans ce discours, le souverain rappelle le soutien du Maroc à toutes les initiatives visant à concrétiser un cessez-le-feu durable et à l'amélioration de la situation humanitaire. Sur hautes instructions royales, le Royaume appuie l'initiative du président américain Joe Biden. Le Maroc appuie tout aussi l'initiative des 3 médiateurs, que sont les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, en vue d'accélérer la tenue de rencontres pour des négociations dans les plus brefs délais. L'objectif étant la cessation des hostilités et l'accès des aides humanitaires. Prenons de la hauteur pour admirer les plus belles chutes d'eau du Maroc, les cascades d'Ouzoud, un haut lieu de tourisme rural et écologique qui voit chaque jour affluer des milliers de touristes. Une escale fraîcheur qui fait le bonheur des estivants en cette période de forte chaleur. Mehdi Karakchou et Maria Aouad. C'est un balai flottant de bateaux-mouches qui vogue sur l'eau, au milieu des cascades et des oliveraies. Niché à plus de 1000 mètres d'altitude, ce célèbre site géologique accueille chaque jour en son antre des touristes du monde entier venus admirer les cavernes rocheuses, les stalactites et l'érosion de la roche dans un décor aux allures de carte postale. Nous sommes venus des Canaries pour visiter Ouzoud et ses vertigineuses cascades. C'est notre première fois au Maroc et je dois dire que ce paysage est absolument époustouflant. La nature y est luxuriante, il y a une très belle végétation et cette eau qui jaillit nourrit tout l'écosystème de la région. C'est vraiment remarquable. Le tourisme à Ouzoud se porte bien en ce moment. Beaucoup de familles viennent passer leurs vacances d'été ici. Les enfants sont heureux, ils nagent et profitent de la nature. Les touristes étrangers font une halte et paraissent enchantés de ce qu'ils voient. Un panorama qui ne ressemble à aucun autre, avec ses petites gargotes de tagine, ses échoppes d'artisanat, ses saints joueurs et ses chemins de randonnée. La vallée d'Ouzoud est un alliage parfait entre nature et découverte.
évasion et délectation. Me gusta la cascada. C'est un lieu magnifique, presque féerique, où il y a beaucoup de choses à faire. En plus, il ne fait pas très chaud et cela rend les choses d'autant plus agréables. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée d'Ouzoud offre une parenthèse enchantée à toutes celles et ceux qui foulent ces sentiers, à la recherche d'un peu de quiétude, loin du tourisme de masse. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Boula.